Nous pensions, un peu trop rapidement peut-être, que la mondialisation avait réussi à instaurer dans le monde une oppression dont nous ne pourrions plus sortir. Oppression des peuples, oppression des consciences, oppression de l'environnement aussi, puisque finalement la dévastation de la planète à laquelle nous assistons offre le désolant spectacle extérieur de notre dévastation intérieure, puisque, par exemple, les centres commerciaux qui se sont accolés à nos cités, en lieu et place des jardins où Épicure nous invitait à faire retraite, eh bien ces centres commerciaux montrent que nous n'avons plus d'autre sagesse que la consommation, ce qui crée en grande partie la dévastation de notre planète. Mais toutes les machines ont leur grain de sable, et ce coronavirus ou cette épidémie de coronavirus vient de nous le démontrer dramatiquement. Mais au-delà du drame et après le drame, il faudra bien revivre, il faudra bien sortir du confinement, il faudra bien que la vie reprenne le dessus. Au sens strict, il faudra bien d'une certaine façon ressusciter. Et puisque nous sommes en des temps de Pâques, ce n'est pas mauvais de s'interroger sur la résurrection dont nous allons devoir nous montrer capables. Alors pour ça, je crois qu'il faut comprendre que chacun porte en lui en fait un grain de sable. En réalité, notre impuissance devant la mondialisation est une légende, c'est quelque chose qui nous effraie, mais non, nous sommes tous et nous portons tous en nous le grain de sable capable de tout arrêter. Alors, cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que nous pouvons comprendre que pour changer le monde, il ne faut pas nécessairement entreprendre des révolutions armées, qui d'ailleurs la plupart du temps ne changent pas grand-chose, changent seulement l'oppression de main, mais ne changent pas fondamentalement l'oppression des peuples. Mais qu'il faut que nous, pour faire la révolution, que nous changions nos comportements. Or, puisque le monde souffre d'un individualisme mortifère, et que nous venons de prendre conscience par le confinement auquel nous sommes un peu tous condamnés, que cet individualisme ne nous rendait pas très heureux, puisque nous venons donc de redécouvrir les joies de la solidarité et du bien commun, puisque finalement tous ceux qui acceptent le confinement œuvrent pour le bien commun, hein, cette fameuse troisième barrière qui vient suppléer ou aider la première barrière que sont les soignants et la deuxième barrière que sont tous ceux grâce auxquels nous continuons à pouvoir vivre et à nous nourrir, qui vont des paysans aux caissières de nos commerces. Voilà, donc eh bien, nous pouvons comprendre que le moment de la révolution est venu. Poursuivons donc notre révolution en affirmant, voilà ce que je voudrais soutenir, en affirmant notre art de vivre à la française, et commençons donc par retrouver la grandeur révolutionnaire du repas partagé. Donc, premier épisode de ces gestes barrières révolutionnaires d'après-confinement. 1. Partager nos repas. Je voudrais d'abord commencer par l'idée que préparer un repas, d'une certaine façon, cela nous transporte dans les préliminaires de l'art culinaire. Et j'emploie délibérément ce mot tout droit venu du langage amoureux. Pourquoi? Eh bien parce que la volonté de faire plaisir et le temps que nous allons consacrer à essayer de faire plaisir à ceux que nous allons recevoir chez nous, se demander comment on va pouvoir leur faire plaisir, ce qu'on va leur servir et leur préparer comme repas, quelle bonne recette on va imaginer, quelle bonne bouteille on va mettre sur la table. Eh bien, il y a là, de toute évidence, quelque chose de l'ordre d'un rituel amoureux. D'ailleurs, on en parle de la même façon, on dit assez facilement qu'on apprête un repas, qu'on apprête la table, au même titre d'ailleurs qu'une amoureuse apprête sa toilette pour aller au rendez-vous
avec celui qu'elle aime. Eh bien, l'art de la table se parle et se dit comme l'art de l'amour. C'est pourquoi il est peut-être l'amour même d'ailleurs, ce par quoi nous allons restaurer notre vie, mais la restaurer réellement. Quel plus bel acte amoureux que de restaurer sa vie et que de restaurer celle des autres en même temps. Il faut prendre les mots au sérieux. Hein. Notre vie se détériore à mesure que nous consommons l'énergie qui nous vient de ce que nous mangeons. Vient donc un moment où cette énergie s'épuise et où nous nous pensons épuisés. Voilà. Et il faut à ce moment-là que nous recomposions cette énergie. C'est toute la noblesse du repas. Le grand moment où nous restaurons notre énergie vitale. Et ce n'est pas neutre que de partager ce moment avec d'autres, car c'est leur signifier une phrase toute simple, c'est leur affirmer, c'est soutenir que nous refusons de nous restaurer tout seuls, mais que nous voulons au contraire le faire avec eux. Ni plus ni moins la même chose pour eux que pour nous. Voilà. Il n'y a pas, je crois, de plus belle façon de partager la vie que de partager ce qui la restaure, puisque finalement, si nous ne la restaurons pas, elle s'épuise et finit par mourir. Voilà pourquoi, après ces préliminaires de l'art culinaire, le deuxième temps, c'est finalement l'idée de manger sain. Mais manger sain, pas seulement S-A-I-N, mais manger sain S-A-I-N-T, c'est-à-dire manger en s'élevant et en avançant sur le chemin de la sainteté. Manger sain, en d'autres termes, ce n'est pas manger sain S-A-I-N-T, ce n'est pas seulement manger sain S-A-I-N. Restaurer notre vie avec ceux que nous aimons, c'est entrer dans une démarche fondamentale de charité, puisque cela consiste à partager avec eux ce qui restaure notre vie et donc à ne pas le garder pour nous. C'est un geste magnifique de charité. Et la sainteté, comme vous le savez, se mesure à la charité. Donc, en préparant le repas, nous ne luttons pas seulement contre la malbouffe, ça c'est manger sain S-A-I-N, nous luttons aussi avant tout contre la logique individualiste de ce monde. Nous affirmons même une toute autre logique. Nous affirmons que nous ne voulons pas que la restauration de notre vie se fasse au détriment de celle de l'autre, mais que nous voulons restaurer notre vie avec et dans l'exacte mesure où l'autre restaure la sienne avec nous. C'est donc la fin du moi d'abord. C'est la fin du moi tout seul. C'est la fin du je vis au détriment et aux dépens des autres. Non, je vis avec les autres. C'est pourquoi il y a un troisième temps qui est magnifique dans nos repas partagés. Et qui est un temps qu'on pourrait ramener vers l'économie sous une formule un peu plaisante, qui consisterait à dire investir dans les conversations. Voilà. Non pas dans les conversations ou seulement dans les conversations, mais dans les converse-actions. Il se passe quelque chose dans nos conversations que nous avons à table. S'entretenir les uns avec les autres, voilà l'art de la conversation qui toujours se conjoint à l'art de la table. Mais s'entretenir les uns avec les autres, il faut encore une fois prendre les mots au sérieux. S'entretenir, ça veut dire se tenir ensemble. Ça veut dire poser entre nous ce qui nous tient ensemble. Partager donc des sujets d'intérêt, et pas seulement un bon plat ou une bonne bouteille, partager aussi des sujets d'intérêt, partager des idées, partager des arguments, partager parfois des objections, partager parfois des révoltes d'ailleurs, mais partager aussi des rires. Voilà, finalement, partager toute la vie de nos esprits, par le plaisir même que nos corps prennent en même temps dans l'art de la table, dans la bonne chair et le bon vin. La bonne chair. La bonne chair est toujours aussi l'indice et le signe et l'annonce d'un bon esprit. C'est intéressant ça. Les conversations autour de la table sont d'autant plus fructueuses, d'autant plus généreuses, d'autant plus gratifiantes que ce que nous dégustons est aussi bon. La bonne chair produit le bon esprit. Apprendre à se connaître
à travers nos conversations, apprendre à se découvrir, découvrir ce que chacun peut avoir d'intéressant à dire. N'est-ce pas quelque chose de magnifique? Parce que c'est en même temps aussi découvrir tout ce que nous pourrions entreprendre ensemble après le repas, tout ce que nous pourrions éventuellement développer ensemble comme projet, comme bonne idée, comme réalisation partagée. Voilà finalement ce que peut nous amener à faire le repas partagé. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Il est bientôt l'heure d'aller se mettre au fourneau pour préparer le repas. Alors, puisque nous sommes en ces temps de Pâques, et que le christianisme, après le judaïsme et avant l'islam, ont mis le repas au cœur de la démarche même de la vie spirituelle. Il y a sans doute une raison pour ça, eh bien, que nous soyons laïcs, athées ou croyants, ne résistons pas à cette belle idée qui finalement n'est pas le propre des religions et, pour une fois, essayons de donner un sens plus joyeux et plus heureux dans l'idée de se mettre à table.